Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue sur Décryptage. Il y a tout juste un an, le Welcome City Lab est né lors du Salon mondial du tourisme. Cette couveuse de jeunes entreprises fait partie de l'écosystème pétillant des incubateurs parisiens. En effet, Quartier Numérique, Alfred Ciné et Paris & Co Incubateur, les projets d'accélérateurs de start-up essaiment dans la capitale et partout en France. Pour ces jeunes entreprises innovantes, intégrer un incubateur ou une pépinière est bien souvent devenu un passage obligé vers le chemin de la levée de fonds, des investisseurs et de la rencontre avec l'écosystème entrepreneurial. Quand ce n'est pas purement et simplement la porte d'entrée sur le monde du business. Les incubateurs, ces révélateurs de talents qui ont le vent en poupe, c'est un reportage signé Marie Saviri-Pillay et Marjorie Scott. Et on se retrouve juste après sur notre plateau pour en discuter avec nos invités. Et n'oubliez pas que vous avez la possibilité de commenter toute l'émission en direct avec notre hashtag décryptage. Après avoir conquis les USA, voici venir sur le territoire français les structures de valorisation. Près de 6 types de structures existent déjà dans notre pays. On dénombre ainsi 18 sociétés d'accélération du transfert de technologie, 17 instituts de recherche technologique, 34 instituts Carnot, 41 plateformes technologiques, 29 pôles étudiants. Ce qui nous fait un total de 175 structures de valorisation. Et là, vous allez me demander, et les incubateurs dans tout ça ? Eh bien, ces derniers sont au nombre de 36, ce qui représente 20% des structures de valorisation. Une part peu représentative du potentiel d'innovation et de croissance énorme de ces accélérateurs de start-up. Évidemment, les incubateurs ne sont pas apparus comme ça. Leur première vague de création remonte à la période entre 1980 et 1997, une période marquée par la naissance d'initiatives individuelles locales, par l'émergence de subventions publiques nationales et par la quasi-absence de modèles privés. En bref, une belle période où les incubateurs étaient vus comme des lieux d'apprentissage. La deuxième vague de création date de 1998 à nos jours, période inscrite dans la croissance et la diversification des incubateurs. On insiste ainsi à une explosion d'incubateurs privés et davantage orientés vers la recherche. Aujourd'hui, les incubateurs tirent donc profit des innovations entrepreneuriales et sont perçus comme des accélérateurs de croissance des jeunes pousses. Passons maintenant aux différents types d'incubateurs. On en distingue 4 grandes familles. Incubateurs de développement économique local, académiques scientifiques, d'entreprises corporate, d'investisseurs privés. Bien évidemment, ce n'est pas la seule chose qui les différencie. Les incubateurs sont définis selon 6 critères. Leurs promoteurs, collectivités locales, centres de recherche, universités ou encore grandes entreprises. Leur mission et objectifs, la création d'emplois, le profit. Le type de projet auquel ils s'adressent, autrement dit, le domaine d'activité des startups concernées. Le type de service offert, hébergement, formation, conseil et assistance. Le modèle de financement. Et enfin, le contexte qui est caractérisé par le milieu où s'exerce l'activité de l'incubateur. Évidemment, le domaine d'activité des incubateurs est ce qui fait toute leur originalité. Près de 37,6% des incubateurs en France sont dédiés aux technologies de l'information et de la communication avec un total de 410 projets incubés dans ce secteur. 27,5% pour les sciences de l'ingénieur, 25,2% pour les SVT, 5,5% pour la biotechnologie, 4,2% pour les sciences humaines et sociales. En parlant des projets incubés, tous secteurs confondus, il est à noter que leur progrès est impressionnant. Entre 2001 et 2006, on enregistre une hausse de 293%. Bien entendu, leur progression ne s'est pas arrêtée là, puisqu'en 2011, on dénombre 3164 projets incubés. Ah là là, les belles idées n'ont pas fini d'éclore dans notre pays. À la tête de ces projets, ce sont, contrairement aux idées reçues, les jeunes seniors qui ont la cote. Près de 39% des chefs de projet ont entre 36 et 45 ans. Et voilà, les jeunes à la ramasse, puisque seulement 4% des chefs de projet ont moins de 25 ans. Il n'y a pas que les jeunes qui sont à la ramasse. Certaines régions le sont aussi au vu du nombre de projets qui y sont incubés. La Corse, la Champagne-Ardenne ou encore la Haute et Basse-Normandie comptent moins de 40 projets incubés en 2006. Au contraire, l'Île-de-France et le Rhône-Alpes sont les régions stars de l'innovation, avec respectivement 255 et 263 projets incubés la même année, soit 6 fois plus. C'est bien beau tout ça, mais penchons-nous maintenant sur la capitale où incubateurs et accélérateurs de start-up de tout genre ne cessent de proliférer depuis quelques années dans tous les quartiers de Paris. Bonjour, donc je m'appelle Anne Gousset, je dirige l'activité incubation de l'agence de développement Paris & Co. Pour Paris & Co, parmi ses missions, est également opérateur d'incubateur. Donc les missions d'un incubateur, c'est d'aider au développement des startups, c'est-à-dire des jeunes entreprises innovantes, par le biais à la fois d'hébergement et puis surtout d'accompagnement et de connexion à l'écosystème, c'est-à-dire aux différents acteurs qui sont susceptibles d'aider les jeunes entreprises à se développer.
Alors, ce qui fait la différence entre un incubateur et une pépinière, c'est souvent deux choses. En général, l'incubateur est plutôt dédié à des thématiques innovantes. Donc, on parle plutôt de start-up que de création d'entreprises classiques. Là où une pépinière est souvent plutôt généraliste. Alors, il y a différents modèles, mais une pépinière peut être généraliste. Et ensuite, sur l'incubation, on est souvent sur des phases vraiment de démarrage de l'activité, quand une pépinière peut aller un petit peu plus loin, et accompagner des entreprises sur les 5 à 10 premières années d'existence. On a les chiffres 2013, on va avoir bientôt les chiffres 2014, mais pour vous donner une idée du volume, on a accompagné donc pas loin de 600 entreprises depuis le début de l'activité. On est à peu près à 580 projets ou startups accompagnés. On a un taux de pérennité qui est à peu près stable, qui oscille en fait entre, on va dire, 78 et 82%, c'est-à-dire qu'à peu près 80% des entreprises qui ont été accompagnées continuent à se développer dans la durée, au fil des années. Les entreprises qu'on a accompagnées ont créé en fait de l'ordre de à peu près 4500 emplois. On fait là encore une photo en fin d'année, donc on aura les chiffres bientôt, mais au 31 décembre 2013, on était à 4400 emplois à peu près dans l'ensemble des startups accompagnées, et elles avaient généré en 2013 un chiffre d'affaires au-delà de 400 millions d'euros. Donc c'est un chiffre d'affaires cumulé en 2013 de toutes ces startups. Quelques autres chiffres, en 2013 également, elles avaient levé presque 50 millions d'euros en fonds privés sur cette année 2013. Et sur 2014, on est en train de faire ce travail-là, mais on est au-delà de 65 millions d'euros de fonds levés en 2014. Voilà quelques éléments chiffrés. Bonjour, je m'appelle Sharif Hassan, fondateur de la Smoothbox. Alors j'ai choisi d'être incubé pour deux raisons. La première, c'est sortir un peu de l'isolement. C'est vrai que je le recommande d'ailleurs à tous les entrepreneurs. C'est très difficile d'être dans son coin, de développer sa société tout seul. Et du coup, on perd un petit peu la notion du temps, on perd un petit peu la dynamique en fait, start-upper. Et ce qu'on retrouve ici à l'incubateur, puisqu'on est, on est finalement avec 15 autres start-up dans un open space, mais chacun respecte le travail de l'autre. Et ça nous permet d'avoir des petits moments officieux où on peut prendre les news, comme on dit, voir comment ça se passe pour les autres, donner des conseils sur leurs problématiques, et au final avoir cette dynamique de groupe qui fait que on est dans une aventure entrepreneuriale innovante, et on est vraiment dans un statut de start-up qui est un peu spécial et qui fait plaisir. C'est une vraie aventure. À côté de ça, et je pense que c'est le plus intéressant, on a un accompagnement. Donc on a des rendez-vous mensuels avec notre chargé d'affaires qui nous aide à faire le bilan et à nous donner les pistes en fait à travers son expérience. On a aussi, comme je vous le disais tout à l'heure, des workshops avec des conférences pour être toujours à la pointe de l'information sur des sujets d'innovation. Donc voilà, donc c'est les conditions idéales pour pouvoir décoller en tant que start-up. En 3 hashtags, le premier WCL comme Welcome City Lab, le deuxième French Tech puisqu'on est maintenant sur le fanion French Tech, et le troisième innovation. Diversité, beaucoup de modèles d'incubation différents. Je dirais expertise, puisque c'est vraiment un métier qui s'est pas mal développé ces dernières années, qui s'est beaucoup professionnalisé. Et je dirais peut-être en dernier développement, puisqu'on a encore beaucoup de choses à faire, et développement international notamment. Voilà. Nous sommes de retour sur le plateau de décryptage avec nos deux invités, Madame le maire de Paris, Anne Hidalgo, et Fabienne Nieval, directrice de l'incubateur régional de Haute-Normandie et du pôle ingénierie de projet. Bonjour mesdames. Bonjour. Anne Hidalgo, comment estimez-vous justement le rayonnement des incubateurs français, surtout parisiens, dans le monde de nos jours ? Alors, je pense que Paris, comme place d'innovation, est en train de se construire justement. Cette image est en train de s'implanter dans le monde. Paris, c'est souvent cliché et associé à la gastronomie, l'art de vivre, la mode, la culture, mais les chiffres le prouvent. Paris, c'est aussi une place d'innovation, une place forte dans l'innovation et dans tout ce qui est incubation et start-up. Toutes les initiatives autour de la French Tech sont aussi une impulsion, une visibilité donnée à ces start-up incubées dans les structures françaises. Donc je pense que voilà, cette image, elle est en train de se construire, mais il reste encore des choses à faire. D'après vous, justement, qu'est-ce qu'il manquerait aux incubateurs parisiens pour pousser encore plus loin le rayonnement mondial ? Alors moi, je dirais que Paris manque de têtes de pont qui puissent faire rayonner son image au-delà de ses frontières.
Il faudrait davantage de success stories à l'image de Criteo, qui était d'ailleurs incubé dans Agora 9, un incubateur parisien public. Excusez-moi, est-ce que je peux intervenir? Oui, allez-y. Que pensez-vous qu'on pourrait faire, nous incubateurs, pour justement booster ce genre d'histoire à succès? Alors, moi je pense qu'aujourd'hui les incubateurs français sont à un stade assez fécond. Il y en a qui continuent d'apparaître, d'autres sont en développement. Donc je pense qu'il leur faut du temps pour mûrir et développer, diversifier leur offre d'incubation et les services proposés aux startups pour justement démultiplier ce genre d'histoire à succès. D'ailleurs, le futur plus gros incubateur au monde, signé Xavier Niel, qui va s'implanter à Paris très bientôt, sera très porteur à l'étranger, j'en suis convaincue. D'ailleurs, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur ce projet de Xavier Niel? Alors, dans la lignée de sa politique d'appui et de soutien à l'économie numérique et aux startups, la ville de Paris soutient le développement de la halle Freycinet dans le 13e arrondissement de Paris. C'est un projet qui est financé à 90% par Xavier Niel et qui aura un potentiel d'accueil de 1000 startups, il me semble, et aussi des espaces de coworking, des Fab Labs, qui vont s'étendre sur 30 000 m². Vous l'aurez compris, c'est une première mondiale, c'est un projet inédit dont l'objectif est de faire émerger, de transformer de petits projets innovants en entreprises de rang mondial. Mais excusez-moi, vous ne pensez pas que l'arrivée de cet incubateur dans la capitale provoquerait l'apparition de concurrence entre incubateurs français? Alors, je pense que le milieu des incubateurs parisiens est en perpétuelle évolution. C'est un endroit qui bouge beaucoup, tout ce qui est l'incubation, tout ce qui est start-up. L'arrivée de la halle Freycinet va faire bouger les choses, c'est sûr. Je pense qu'un bon projet aujourd'hui à Paris va avoir le choix entre différents dispositifs qui vont lui permettre, en fonction de ses besoins, soit d'intégrer un incubateur, soit d'intégrer un accélérateur, soit de mixer les deux. Excusez-moi, Madame le maire, je ne suis pas vraiment d'accord avec ce que vous avancez. Je pense que l'implantation de la halle de Freycinet ne va que renforcer les inégalités qui existent déjà en France entre les incubateurs parisiens et les incubateurs provinciaux. Comme vous l'avez évoqué au début du reportage, d'après la Direction générale de la recherche et de l'innovation, les deux seules régions qui ont une attractivité du territoire en termes d'innovation, de recherche assez fort sont le Rhône-Alpes et l'Île-de-France. Donc on pourrait quand même se demander pourquoi il y ait autant de subventions dans ces deux régions et pas pour le reste des régions. Oui, alors tout à l'heure, je parlais d'émulation bénéfique pour les entrepreneurs, le fait d'avoir le choix entre différents parcours, de choisir en fonction de leurs besoins. Après, c'est vrai qu'il peut y avoir de la concurrence. D'ailleurs, il y en a déjà. La compétition entre incubateurs parisiens, elle existe déjà. Il peut y en avoir aussi entre incubateurs français sur des projets similaires, sur des domaines d'activité communs. Mais moi, personnellement, je vois davantage une complémentarité qui est en train de se mettre en place et qui devrait se mettre en place d'ailleurs entre incubateurs français. Par exemple, je sais que Paris Co, dirigé par Anne Gousset, travaille avec des incubateurs parisiens qui ne sont pas dans Paris Co, qui ne sont pas dans leur association. Et moi, je trouve que ça fonctionne plutôt bien. Oui, mais là encore, Madame le maire, excusez-moi, mais là encore, ce sont encore des partenariats qui restent encore dans la capitale. Ça reste encore très local comme complémentarité, vous ne trouvez pas? Oui, alors laissez-moi finir, Madame Léval. Vous êtes d'accord avec moi que sur tous les enjeux internationaux, on a tous intérêt à mettre en commun nos potentiels respectifs pour mettre en valeur la dynamique des startups parisiennes. Les incubateurs parisiens multiplient les projets de coopération avec les centres de recherche qui sont en province. Je pense qu'il faudrait faire la même chose avec les incubateurs aussi qui sont en province. Néanmoins, vous avez raison de le souligner, il n'est pas question de négliger les incubateurs situés hors de la capitale parce qu'ils ont un potentiel d'accélération de croissance important. Oui, eh bien, j'attends de voir ce qui va se passer à l'échelle nationale pour ne pas que les incubateurs qui soient en dehors de Paris soient oubliés. Très bien. Merci à vous deux pour vos réactions sur cette problématique. Alors, on va arriver à la fin de notre émission. Pour conclure, aujourd'hui, où se situent les principaux enjeux des incubateurs français? On commence par vous, Madame la maire. Alors, on va reprendre des choses déjà évoquées. L'enjeu principal, ça va être l'internationalisation des incubateurs français. Arriver à faire passer le message dans le monde que si on a un projet de création de start-up, un des endroits judicieux dans le monde où il serait bon de le développer, c'est Paris ou c'est la France. Et d'après vous, Fabienne Liéval, quels sont les enjeux auxquels sont confrontés les incubateurs français aujourd'hui? Eh bien, les incubateurs français ont un potentiel de développement et de dynamique entrepreneuriale indéniable. Les chiffres le prouvent, on a un chiffre d'affaires pas négligeable, une pérennité assez élevée. Il faut donc travailler en lien avec les secteurs privés, avec les différents acteurs, où on l'a beaucoup travaillé avec des grands comptes notamment. Et c'est aussi important pour les grands comptes de travailler avec des petites entreprises parce qu'ils cherchent l'innovation dans ces petites structures, mais aussi du côté start-up, puisque c'est un effet booster pour elles, pour qu'elles puissent avancer.
je reviens sur les paroles de Madame le maire, de ce qu'elle disait tout à l'heure, sur l'enjeu de l'international, puisque c'est important de voir au-delà des frontières, mais je pense qu'il ne faut quand même pas oublier les enjeux et les problèmes qui sont sur notre territoire entre les partenaires français. En un mot, pour répondre à ces ambitions, l'incubateur français doit être considéré comme un carrefour actif et accueillant vers lequel convergent à la fois projets, talents, entrepreneurs et investisseurs en quête d'âme sœur. Merci Madame le maire pour ce mot de la fin. Vous l'aurez compris, loin d'être de simples structures de passage pour les jeunes entreprises, les incubateurs français cachent des enjeux qui dépassent nos frontières et sont prometteurs d'un bel avenir pour le rayonnement mondial de la France comme territoire d'innovation. Décryptage, c'est terminé pour aujourd'hui. Merci à vous Anne Hidalgo et à vous Fabien Leval d'être venus échanger sur ce plateau, sur ce phénomène. Derrière la caméra ce soir, c'était Morty Sivalingam. Dans un instant, enquête exclusive avec Bernard de la Villardière. Rendez-vous la semaine prochaine. Très bon après-midi sur M6.